Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview assez exceptionnelle d'un des acteurs du domaine parconautique. En effet, l'été dernier, oui j'ai eu quelques mois un petit peu occupés, désolé du retard, avec mon ami Olivier, nous avons eu la chance de partir à la découverte de la maison des spectacles du parc Astérix pour poser quelques questions à Hervé Bruno, qui était alors le directeur des spectacles du parc Astérix. Le défilé gaulois, les nouvelles maisons hantées, la saison de Noël, c'est du délire, donc vous pouvez retrouver l'interview des créateurs dans le petit i juste là-haut. Nous allons parler de tout cela et de bien plus dans la petite interview que voici. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue donc sur cette nouvelle interview et c'est exceptionnel. Aujourd'hui nous sommes avec Hervé Bruno du parc Astérix qui est donc le chargé de création des spectacles et de l'animation, si j'ai bien compris, c'est ça? Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Que fais-tu et tout ça? Ici je suis le directeur des spectacles. J'ai en charge 4 missions. Okay. La première c'est le management de l'équipe. On est l'équivalent de 16 permanents et en saison on monte jusqu'à 600 saisonniers. La personne qui gère également tous les budgets du service, que ce soit les budgets d'exploitation ou d'investissement. Je vais avoir aussi comme mission la supervision de l'exploitation. J'ai déjà un super collaborateur qui le gère très bien pour moi qui s'appelle Kevin. Et on a 5 salles de spectacle plus ce qui se passe dans les allées, ce qui fait l'équivalent en pleine saison de 30 000 sièges par jour. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir faire toutes les créations des spectacles. Je pense notamment au Plongeon de l'Olympe, à la comédie musicale, au buffet de l'horreur. Enfin, je pourrais en citer plein, mais avec l'équipe, évidemment, puisque je ne suis jamais tout seul. Toi, par rapport à ton parcours, donc ça fait 6 ans que tu es là, et avant, donc tu avais déjà travaillé sur des spectacles, mais tu n'étais pas du coup le chargé de tout ça, ou comment t'en arrivais à être que tu es aujourd'hui? Et ça ne nous rajeunit pas, ça va faire un peu plus de 16 ans. J'ai fait 10 ans au parc du Futuroscope, et où j'ai grandi. Je suis arrivé stagiaire et j'ai fini au bout de 10 ans responsable de service. Là-bas, c'était pas pareil parce que je pilotais plus des clés en main. J'étais vraiment l'interface entre la direction qu'on peut considérer comme le client et les sociétés extérieures qui venaient construire des choses. Donc j'ai fait un petit passage également à la scène musicale entre Futuroscope Boulogne, et Astérix. C'est ça Exactement. Où c'est un grand complexe avec 2 salles de spectacle et j'étais en contact avec l'ensemble des productions parisiennes. Et assez rapidement, la Compagnie des Alpes, puisque le Futuroscope et le parc Astérix appartiennent au même groupe, est revenu me chercher en disant il y a la direction des spectacles au parc Astérix qui va se libérer, est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, la différence ici, c'est qu'on a vraiment ce côté production de spectacle. Donc, dès le départ, on attendait de moi quelle lumière tu veux, quelle choré tu veux, Et au début, j'étais un peu perdu, puisque je ne savais pas vraiment ce que j'avais fait. On y allait crescendo avec les équipes qui, eux, avaient déjà une excellente expertise. On a commencé par les catacombes, le banquet gaulois, et puis on est monté crescendo avec le retour de Mabas sur la Joconde, la zone du Sirius, le défilé avec ses 3 chars, les offrandes de Cléopâtre, et puis on a continué avec des chars de plus en plus impressionnants, puisqu'on a commencé avec Jules César et Cléopâtre qui était plus simple, et puis finalement on est allé jusqu'au char pirate ou le char hispanique qui sont plus complexes à mettre en œuvre, l'aboutissement étant la comédie musicale où je trouve qu'effectivement le parc Astérix en termes d'ambition a passé une marche, en tout cas en termes d'expertise, de capacité à monter des projets qui sont vraiment complexes, qui mêlent différentes expertises, théâtre, chant, danse, une complexité technique avec beaucoup de rotation de décors. Je trouve qu'en tout cas, Parc Astérix peut être très fier en tout cas des productions qu'il réalise aujourd'hui. C'était quoi en fait l'intention du parc d'aller vraiment sur une comédie musicale? Pour le coup, nous on va dire, j'ai une commande de la direction. J'ai la direction de Parc Astérix qui vient me voir, Hervé, on voudrait que tu renouvelles le spectacle dans le théâtre de Panoramix. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Moi je regarde la cartographie des spectacles, on a 5 salles, les arènes ça va être de l'acrobatie et de l'humour, la Joconde ça va être de la cascade et du stunt, les Plongeons de l'Olympe on est plutôt sur de l'aquatique avec de la performance, du Rififi dans la basse-cour on est plutôt sur un spectacle jeune public animalier, et dans tout ça on n'a jamais osé explorer la carte musicale. Donc déjà, moi je leur dis, j'ai très envie que ce soit la carte musique, est-ce que vous êtes ok là-dessus? Oui. On commence à le développement et Delphine Pons arrive en cours de route puisqu'on change de directrice générale. Elle aime le projet et elle a envie qu'on pousse l'ambition plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux me faire de mieux qu'un spectacle musical? Et pour moi, qui suis fan de comédie musicale, c'est quand même la quintessence dans le sens où c'est un mariage c'est tout. des 3 arts. Et il y a très peu de parcs qui arrivent à la fois à avoir un arc narratif
compris en 30 minutes avec du chant et de la danse. Donc c'est comme ça qu'est née cette volonté en proposant du spectacle musical puis de la comédie musicale en augmentant l'ambition qu'on est arrivé à ce projet. C'est quoi en fait les plus grandes contraintes et les plus grands avantages à avoir des productions à faire pour un parc ? Je dirais gros avantage, les parcs d'attractions ont aujourd'hui quand même une possibilité et un capital d'investissement qui n'est pas celui de toutes les productions parisiennes. Je pense que c'est pas tous les jours que j'aurai la manne financière qui nous a permis à faire la comédie musicale, qui nous a permis de faire le défilé et qui nous a permis de construire la maison des spectacles ici. Je pense que c'est important d'en avoir conscience et de remercier aussi toutes les directions qui nous ont permis de le faire. Gros avantage, ici on a quand même tout sous la main. Dans la maison des spectacles aujourd'hui, j'ai vraiment tout au même endroit. Et à la fois on pense et on opère derrière le show. Et du coup, on maîtrise vraiment toute la chaîne de production de A à Z. Il n'y a pas d'un côté la création et puis après on s'en va et de l'autre ça exploite. On est un des rares parcs à pouvoir produire nos spectacles en interne. C'est pas le cas partout. On a la chance d'avoir notre studio son. Toutes les bandes son des plongeons de l'Olympe sont mixées chez nous. Toutes les voix que vous entendez sur le Banquet Gaulois aussi par exemple. On a notre atelier de création de costumes. Donc tous les costumes de la comédie musicale sont produits chez nous. Et on pourrait décliner comme ça. On a une chorégraphe en interne que vous connaissez très bien qui s'appelle Yoon-Son Hong. On a en fait beaucoup de compétences. On a des accessoiristes, on a des sculpteurs, on a plein de métiers qui nous permettent de réaliser nos productions là où d'autres parcs vont aller plutôt acheter des clés en main à l'extérieur. Et c'est une chance, c'est une vraie chance, ça nous permet de faire évoluer nos spectacles, puisque qui dit spectacle vivant dit évolution constante. Parce que du coup, il y a vraiment ce côté, on réagit aussi à comment la salle réagit, on peut, même si forcément les spectacles sont calés, il peut y avoir des petites choses qui ça peut-être modifier un tout petit peu, tout ça, ou c'est vraiment calé par saison. La phase d'adaptation, elle se fait beaucoup en sortie de création. C'est-à-dire que on va affiner par exemple sur les pirates, voir comment ça réagit et continuer à faire évoluer. On continue tout le temps à faire évoluer les spectacles au parc Astérix. Et c'est une force. Tous les parcs d'attractions ne peuvent pas le faire parce que tous n'ont pas des metteurs en scène et des chorégraphes qui peuvent faire le suivi. Ça me rappelle un Julien, notamment pour la comédie musicale. Il était devant nous, il prenait des notes. On le voyait prendre les notes. Justement, c'est son exigence par rapport à ça. Julien, effectivement, fait partie des metteurs en scène qui font les retours d'exploitation. Et c'est hyper agréable d'avoir le metteur en scène qui a fait la création, qui fait les retours d'exploitation. Ça permet d'être hyper précis et de garder la même qualité de show. Inconvénient, c'est ouvert tout le temps quasiment. Et du coup, on est à la fois à gérer le quotidien, qui nous prend beaucoup de temps parce qu'on a des amplitudes assez larges. On intervient sur l'été avec des amplitudes qui vont jusque tard le soir, on commence tôt le matin. Et en parallèle, on développe. Ça nous fait des bonnes journées. Mais comme on est tous des passionnés, voilà, ça fait partie du jeu quelque part et on adore ça. Et en plus, on sait que vous, derrière votre ordinateur, là, vous adorez avoir des nouveautés tout le temps. Donc on se bat à chaque fois pour vous en faire. Et je pense qu'au cours des dernières années, vous n'avez pas été déçus quand même. J'ai une question, je ne sais pas si du coup tu peux y répondre ou pas, mais voilà. Non, parce que donc par rapport au plongeon de l'Olympe, est-ce que ça a été prévu un peu en amont ? Parce qu'en gros, je ne sais pas à quel point la décision française de plus avoir les dauphins et de plus avoir les animaux aquatiques a été genre vraiment un peu du jour au lendemain, si vous avez été préparé en avance, si c'était en mode bon bah là on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait à la place dedans, sachant que c'est un très bon show, mais comment ça s'est passé cette transition ? La décision de fermer le Delphinarium, c'était une décision de direction. La loi ne nous empêchait pas de continuer ce spectacle. Le choix, c'est d'ouvrir les plongeons de l'Olympe dans un court délai. Il n'était pas lié à ça. C'est que la Joconde, on a décidé de la réouvrir. C'était déjà un coût important. Et du coup, on est à l'époque en post-Covid, en 2022, à une période où il y a énormément d'envie des gens qui sont restés chez eux de ressortir et de refaire du parc d'attractions. Pic de fréquentation. On voit les réservations exploser et on avait choisi de rouvrir qu'une salle de spectacle. Et on a un échange, je me rappelle, avec Delphine Ponce qui me dit « Hervé, je vois bien en fait qu'on va aussi avoir besoin des plongeons. On va aussi avoir besoin du théâtre de Poséidon. Là, le théâtre de Poséidon, c'est quand même 3000 places sur 5 représentations, c'est 15 000 sièges par jour, c'est 20 minutes d'attente sur les files d'attente des majeurs. Et elle me dit, est-ce que tu es capable avec l'équipe de sortir un nouveau spectacle ? Et moi j'avais les plongeons en tête puisque j'avais déjà fait un format plus réduit au Futuroscope en 2017. Et je savais que je pouvais y intégrer, avec tous les outils qu'il y avait ici, une version intégrée Parc Astérix.
inconsciemment, parce que je pense qu'à ce moment il y a un degré d'inconscience, je fais ok, on relève le défi, on va le faire, on se met en ordre de marche. Alors on sort en 2022, je pense que vous a rappelé à la fois les offrandes de Cléopâtre, le défilé avec 3 chars, Maba sur la Joconde, et on se rajoute dans l'escarcelle les plonges de l'Olympe qu'on fait en 4 mois, puisque la décision est prise en mi-janvier de le faire. Moi j'étais persuadé que ça pouvait marcher, j'en avais l'intime conviction, je connaissais le format, et c'est ce moment-là où vraiment j'assume pleinement la casquette de directeur artistique. Je me revois encore au montage avec Nicolas sur les musiques en disant j'ai besoin que la musique elle monte plus crescendo. Les costumes, je voulais pas juste qu'ils arrivent en maillot de bain, je voulais que le set design il soit inspirant et surtout qu'il tranche avec la proposition qu'on avait au préalable. On s'inspire d'ailleurs d'Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, puisqu'on avait le public dans la BD en haut et les épreuves en dessous. Et d'ailleurs, les chars qui sont en bas sont ceux du film, pour la petite anecdote qu'on a upcyclé. Énorme, voilà, trop cool. Petite fan info. Petit fun fact. Et juste, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure du défilé, moi j'ai une petite question, parce que donc là, nous avons le nouveau char hispanique qui est arrivé. Alors, à part dans Épis de Maïs, où il y a un petit bout où on voit des hispaniques, il n'y a rien d'hispanique dans le parc. Est-ce que c'est un teasing du futur? Parce qu'il n'y a pas de char grec. Et pourquoi il y a un char hispanique alors qu'il n'y a rien d'hispanique? Et moi, je veux savoir les informations. Moi, j'aime quand vous extrapolez. Ça me fait beaucoup rire, parce qu'il y a toujours plein de théories sur ce que va devenir la nouvelle zone, puisque c'est de ça qu'on parle potentiellement. Vous vous doutez bien, on aime bien vous garder des surprises. Essayé, hein. Je ne vous dirai rien, même sous la torture, et je ne laisserai présager de rien. Pour le défilé gaulois, donc on est d'accord, là on a tous les chars qui sont prévus, en tout cas pour le moment, qui sont sortis. Sur le défilé gaulois, vous avez tous vos chars, il est achevé. Est-ce que ensuite tout ce qui est entre les chars, genre les chorés, tout ça, c'est quelque chose qui est un work in progress, ou même tout est vraiment tout calé par rapport aux chorés, aux personnages qui passent, tout ça, ou... On garde nos chars. Et après, en fonction des années, potentiellement, on se laisse la flexibilité d'aller mettre des nouvelles chorés, des nouveaux costumes, des nouvelles propositions artistiques. Cette année, on a essayé quelque chose de nouveau, technologiquement parlant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a du son embarqué sur les chars, qui sont synchronisés avec la bande-son extérieure, ce qui nous laisse beaucoup plus de possibles en termes de spatialisation du son, de voix partant des chars par exemple. Petit teaser, parce qu'il en faut quand même. Donc ça veut dire que ça nous laisse plein de possibles pour faire évoluer la parade. C'est quelque chose qu'on a fait grandir au fur et à mesure, parce que au début, on n'avait jamais fait de défilé en fait. Moi, j'avais jamais construit en même temps, j'avais jamais construit de char de parade, j'avais jamais construit de maison hantée, j'avais jamais fait de comédie musicale. Donc bon, je découvre aussi tous les jours. Hein. Pour autant, ce qu'on fait, ça vous plaît. Donc c'est qu'on s'en sort pas trop mal, même sur nos premières fois. Mais le défilé, ce qu'il était au début, je vous rappelle, c'était le char viking qu'on ressortait au départ pour voir s'il y avait une appétence de votre part, avec uniquement un son embarqué sur ce char, n'a rien à voir aujourd'hui avec le fait d'avoir 5 chars. On a construit des poteaux intégrés dans l'univers d'Astérix le long du défilé, qui portent à la fois les lumières spectacles, le son embarqué, que ce soit les haut-parleurs ou les enceintes, la lumière de zone. On a créé des tranchées pour ça. On a aujourd'hui même, comme je le disais, une synchronisation du son dans les allées et sur les chars, qui nous ouvre un potentiel de fou. Et on a des choses que vous ne voyez pas, sur lesquelles on évolue technologiquement. Sur les premiers, on naviguait à vue. Maintenant, on s'autorise à piloter avec des caméras. On essaye de faire évoluer les technologies aussi. Sur le 5e char, le char hispanique, c'est la première fois qu'on intègre quelque chose qui est proche d'un animatronique, avec un Auroch qui est automatisé et avec de la fumée qui se dégage de ses naseaux. Donc on va à chaque fois chercher la nouveauté sur ce qu'on crée de nouveau. On n'essaye jamais de faire exactement la même chose. Est-ce que la parade, c'est un enjeu majeur pour le parc Astérix en termes... Alors moi, je pars du principe que quand c'est quelque chose qu'on ne peut pas annuler et qu'on doit prévoir de sortir dans tous les cas, et que mon directeur d'exploitation, qui est Sébastien Retailleau, me dit quoi qu'il arrive, on sortira le défilé, c'est un enjeu majeur. Après, c'est peut-être moi qui me flatte en disant que sur le spectacle, il y a un enjeu majeur, peut-être, mais... je considère que c'est important, et je trouve que ça ponctue bien la journée des visiteurs. Ça leur fait une pause dans la journée, et c'est un vrai rendez-vous. En tout cas, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Du coup, en termes de chronologie, je sais plus exactement où on est, donc peut-être que c'était avant que tu arrives, mais là, vraiment, Peur sur le parc, c'est vraiment en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Le Noël gaulois, je crois que c'est pas si vieux. Je sais pas si c'est quand t'es arrivé, et même les banquets gaulois, je crois que c'est pas si vieux non plus, si je me trompe pas. Est-ce que toi, t'as supervisé un peu du coup, tous ces spectacles vraiment saisonniers, qui du coup ne doivent être là que pendant une courte période, mais qui doivent aussi représenter vraiment la dette du parc pour X raisons, et comment est-ce que ça c'est différent que de faire des spectacles qui sont là pour toute l'année? Peur sur le parc existait déjà
avant que j'arrive. Ouais. On célèbre un peu plus de ces 10 ans, c'est 11e année, je suis arrivé qu'il y a 6 ans. Donc ils avaient déjà beaucoup développé Peur sur le parc. Il y avait un modèle qui fonctionnait assez bien avec 3 maisons hantées à l'époque. On a créé la 4e, Catacombe, c'est la première maison que j'ai créée, c'était en 2019 avec Kevin déjà, avec l'équipe. La commande qu'on a, c'est de renouveler et de développer le modèle Halloween. Ouais. Donc ça, on va continuer à le faire dans les années à venir. L'événementialisation et le fait de créer une urgence de visite, c'est aussi une stratégie de parc, de tous les parcs, il n'y a pas que nous qui le faisons évidemment, avec revenir visiter le parc au moment d'Halloween parce qu'il est différent et revenir visiter le parc au moment de Noël. Noël, c'est plus récent, on avait déjà fait un test il y a plus d'une dizaine d'années. Quand j'étais retournée au parc la première fois il y a longtemps. Donc il y a très longtemps qu'on avait mis en pause et qu'on a réouvert il y a un peu plus de 3 ans, si je dis pas 3-4 ans. L'objectif effectivement c'est de continuer à développer le Noël. Vous l'avez vu, on a 3 spectacles qui tournent à Noël. On a créé également les jardins du Père Noël et on va continuer de développer le produit Noël aussi. C'est différent dans le sens où c'est démontable. Ouais. Ça doit être pensé pour être rapidement transformé, puisque vous ne le voyez pas, mais notre semaine la plus compliquée de l'année, c'est quand on a 5 jours entre le moment où on termine Halloween et on réouvre Noël. Vous ne le voyez pas parce que c'est ouvert uniquement au comité d'entreprise. Et en fait, dès le premier week-end qui suit la fin d'Halloween, on a déjà nos premiers comités d'entreprise qui viennent et qui privatisent le parc, pour lequel l'ensemble de notre offre doit être ouvert. Une autre question aussi, alors du coup, comme tu disais, Peur sur le parc, c'était ouvert, enfin ça a commencé avant que tu arrives, mais comme tu as un pouvoir peut-être décisionnaire un peu comme ça, je me demandais, est-ce que c'est vraiment un choix du parc de sortir Peur sur le parc de l'univers d'Astérix au final? Enfin, c'est pas du tout genre des Gaulois, des Romains, il y a pas, enfin c'est des personnages qui ne sont pas de l'univers d'Astérix qui sont halloweenisés, si je puis dire, enfin en général. Est-ce que c'est vraiment un choix du parc? Est-ce que c'est parce que potentiellement justement c'est des personnages très pour les enfants, pour tout le monde, et du coup on va peut-être pas les mettre en sang ou je sais pas quoi. C'est un choix du parc qui est partagé par la licence. Ok. C'est-à-dire que le fait que dans les bandes dessinées Astérix il n'y ait pas tout cet univers, du coup c'est pour ça qu'initialement on l'a mis dans les rues de Paris. Ouais. Et qu'on se dit on accepte sur cette période de sortir de l'univers Astérix dans un endroit où on peut se le permettre. Et c'est pour ça que c'est concentré dans les rues de Paris. Mais jamais vous ne verrez un des personnages de la bande dessinée en zombie ou en sanglanté, parce que c'est pas qui on est par Astérix, et ce ne sera jamais cohérent de faire ça. Ok. Parce que c'est trop loin de l'univers de la bande dessinée en fait, et que la licence ou les ayants droit ne seraient jamais en accord avec ça, et nous non plus d'ailleurs. Ok. Et du coup là avec les nouvelles maisons hantées qui sont arrivées, qui sont dans les zones Égypte, là après on parle de Pompéi qui serait aussi du coup dans une zone cohérente, c'est chaque fois qu'on est dans une zone et qu'on crée dans une zone, on est en lien avec sa thématique. C'est ça, on est en lien avec la thématique, du coup il y a quand même un lien qui se crée plus avec le parc en lui-même, tout en reprenant pas les personnages chers aux enfants et à tout le monde, quoi. On le lie à l'endroit où on est. C'est ça, du coup. En termes de cohérence, c'est la façon dont on fonctionne. Donc ça, c'est vraiment aussi une décision du parc d'aller sur des trucs vraiment fixes pour Halloween, parce que Halloween ça marche très très bien, et que du coup il faut que les maisons hantées soient à ce level-là aussi. Oui, après on s'autorisera toujours à faire du mode plus événementiel en chapiteau, hein. Ça dépend où on le met, ça dépend combien de temps on le laisse. Catacombe est en chapiteau et pour autant vous la retrouvez chaque année. Donc, Oui. Alors la petite question signature, c'est quelle est une question que tu aurais voulu qu'on te pose et qu'on t'a pas posée? Je vais faire différemment. Moi j'ai une question pour tous les gens qui sont derrière leur écran, c'est si on devait avoir un 6e char, lequel vous auriez mis? Quelle thématique? Commentaire dans la barre d'infos, il ira voir. Mettez les commentaires. Puisque du coup on arrive quand même sur des thématiques au début qui étaient évidentes: Rome avec Jules César, l'Égypte avec Cléopâtre, les pirates et forcément les Gaulois qui sont les emblématiques. On s'est posé un peu plus de questions, on avait 3 thématiques que je ne dévoilerai pas. Oh là là. Et on a retenu l'hispanique parce qu'on avait envie d'ajouter de la féminité avec les flamencas, qu'on avait envie de quelque chose de coloré et de festif. C'est ça qui est coloré. Pour décrire le process, nous on prend le classement des meilleures ventes de BD, on prend dans notre liste toutes les thématiques, on compare les zones du parc et on voit le potentiel qu'on peut avoir derrière avec des personnages forts pour ressortir les thématiques. Et si vous avez des évidences, moi je serais curieux de les connaître. Et en plus comme ça vous laisse penser qu'on va faire d'autres chars, ce qui n'est pas le cas. Mais comme ça met une petite rumeur discretos.
Ça fait des engagements sur ta vidéo, Laetitia. Exactement, voilà, on met en commentaire et puis il verra tout ça et puis il sera en mode ha ha ha. En fait, peut-être quand on le faire, vous ne le saurez pas. Enfin, vous le saurez quand ça, si un jour ça arrive. Et bien écoute, ce fut un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci de tes réponses, merci des tout petits teasings, que vraiment ils sont petits, mais voilà, moi ça me fait plaisir quand même. J'espère que ça va vous intéresser en tout cas. Ouais, et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, ce que vous pensez, ce que vous aimeriez voir comme char un jour peut-être. Et puis si vous avez d'autres questions aussi, s'il passe par là dans les commentaires, peut-être qu'il répondra, ou sinon je répondrai. C'est ça, ou sinon c'est facile, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Hervé Bruno, vous me trouverez facilement je pense. Voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez répondre à sa question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous. Également dans la barre d'infos, vous trouverez toutes les informations sur Hervé Bruno et sur mon ami Magikarp Olivier qui m'a aidé donc à la caméra et au son. Également dans la barre d'infos, vous trouverez le lien pour son Instagram. Non, j'espère une nouvelle fois que cette interview vous a plu et vous a intéressé. Il y en a d'autres qui arrivent sur la chaîne. Je ne sais pas dans combien de temps, on verra. En tout cas, je vous retrouve un prochain vendredi pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, prenez bien soin de vous et puis surtout, eh bien, bonne santé, bonne fête et bonne année. Bye bye.